Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Imaginez un peu la scène. On est en février 1939. L'Europe est littéralement au bord du gouffre. Et là, dans le froid glacial des Pyrénées, on a un chef d'État en fuite. Mais attention, pas dans un convoi blindé ou avec un trésor national caché dans ses bagages, non, à pied, luttant contre la neige. Cet homme, c'est Luis Companys, le président de la Generalitat de Catalogne. C'est vraiment une figure incontournable de ce qu'on appelle la retirada. Mais ce qui rend cette histoire absolument fascinante, ce n'est pas seulement la fuite physique face à l'avancée des troupes franquistes. C'est surtout l'effondrement total, à la fois politique et financier, qui s'est joué en coulisses et qui a transformé un dirigeant en un exilé totalement démuni. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour voir comment l'histoire d'une nation entière peut parfois se résumer à une simple addition de restaurants. On commence tout de suite avec notre première partie, un repas sans le sou en février 1939. Alors, comment est-ce qu'un chef d'État en plein exercice peut se retrouver sans un seul centime pour payer une malheureuse omelette? Eh bien, pour comprendre ça, il faut s'arrêter sur une scène historique hyper marquante, celle du 5 février 1939. Après une marche vraiment épuisante pour passer la frontière française, Companys et sa petite délégation s'arrêtent à l'hostal des Strabucars, une petite auberge à las Illias. Ils sont exténués, transis de froid, et partagent un repas tout ce qu'il y a de plus frugal, juste une omelette et du vin. L'ambiance est évidemment très lourde, et là c'est le moment fatidique, l'addition arrive. Companys réalise qu'il n'a rien, mais alors absolument rien sur lui. Pas de peseta, qui de toute façon ne valait plus rien, et pas de franc français. C'est littéralement la matérialisation de la défaite. Le président se retrouve sans État et sans le sou. Mais du coup, comment on est en arrivé à une situation pareille? Heureusement pour eux, à cette même table, il y a un autre chef d'État en exil, le président basque José Antonio Aguirre. Lui, il avait un peu mieux anticipé le coup, son gouvernement avait préservé des fonds à l'étranger. Donc Aguirre sort son portefeuille et règle la note pour tout le monde. Et vous savez, pour les historiens, ce n'est pas juste une petite anecdote pittoresque. C'est la preuve absolue que Companys n'avait pas de caisse noire. Il n'avait pas volé l'argent public, contrairement à ce que la propagande de l'époque racontait. Il est parti en exil dans une misère totale, oui, mais avec une dignité intacte. Mais la grande question reste entière. Où était donc passé l'argent de la Catalogne? Ce qui nous amène à notre deuxième point, la réquisition des ressources, ou comment l'asphyxie financière a commencé dès 1937. Pour comprendre cette pauvreté soudaine, il faut faire un petit saut en arrière. On se retrouve face à deux visions totalement opposées au sein même du camp républicain. D'un côté, on a le chef du gouvernement espagnol, Juan Negrín. Pour lui, la logique est implacable, il faut centraliser toutes les richesses pour acheter des armes et soutenir l'effort de guerre. C'est purement une question de survie militaire. Mais de l'autre côté, pour Luis Companys, cette manœuvre ressemble ni plus ni moins à une spoliation, une perte brutale de la souveraineté catalane. C'est vraiment un conflit tragique, entre un État central en temps de guerre et une région autonome qui veut protéger ses institutions pour aider sa propre population. Et la méthode utilisée n'était pas un vol à main armée, c'était une mécanique administrative redoutable. Étape 1. Le gouvernement de Negrín exige que tout l'or et les réserves des banques catalanes soient transférés à l'État central. Étape 2, le coup de grâce, la saisie sous la menace des dépôts de garantie de la Généralité. On parle même de bijoux donnés par les citoyens pour l'effort de guerre. Companys proteste, mais ça ne change rien. Et enfin, étape 3, le contrôle des douanes. En gros, le gouvernement central empêche la Catalogne de commercer avec l'étranger. Résultat des courses, les caisses de la Generalitat ont été légalement vidées. Troisième étape de notre analyse, la rupture politique. Forcément, en coupant les vivres de cette façon, la rupture politique devient inévitable. C'est ce qu'on appelle souvent le choc des légitimités, et c'est vraiment la clé pour comprendre l'amertume de Companys. Quand le gouvernement républicain de Manuel Azaña et Juan Negrín se déplace de Valence à Barcelone, Companys ne le vit pas du tout comme un soutien, il le vit plutôt comme une occupation. La République espagnole utilise le territoire catalan comme un bouclier militaire face à l'avancée de Franco, tout en démantelant méthodiquement les institutions de la Catalogne de l'intérieur. Companys s'est donc senti complètement trahi par ses propres alliés. Ce qui nous conduit à notre quatrième point, le fameux trésor de la Vajol. Cette sensation de trahison atteint son paroxysme lors des tout derniers jours en Espagne, dans un petit village nommé la Vajol. Et là, l'histoire est digne d'un film. À la Vajol, une mine de talc, la Mina Canta, avait été transformée en un gigantesque coffre-fort. C'est là qu'une partie du trésor catalan et de l'or de la Banque d'Espagne a été cachée avant l'exil. Et c'est là que se joue l'affront ultime. Bien que les autorités catalanes soient physiquement sur place, sur leur propre sol, on leur interdit formellement d'accéder à la mine. L'entrée est bloquée par les troupes du gouvernement central. Imaginez la scène, le président catalan voit la richesse de sa propre nation confisquée par ses alliés politiques. Et cet accaparement va complètement façonner la suite. Regardez un peu ce contraste énorme. Le gouvernement central républicain parvient à expédier une grande partie de ses richesses vers le Mexique, notamment via le célèbre navire Vita. Ça leur a permis d'avoir un exil bien structuré et financé.
À l'opposé, la Generalitat de Catalogne se retrouve piégée en France dans une misère profonde, obligée de survivre grâce aux aides dérisoires du CERER, un organisme contrôlé par Negrin lui-même. L'argent est tout simplement devenu un outil de contrôle politique en plein exil. 5e partie. Le chemin de l'exil, en plein cœur de la retirada. Privé de son autonomie, de son trésor et du soutien de ses alliés, Companys doit maintenant affronter l'épreuve de la montagne. Le 5 février 1939, les bombardements se rapprochent de Lavajol, la fuite devient inévitable. Mais un détail en dit long sur l'homme. Il refuse catégoriquement de quitter le sol catalan avant ses hommes. Il laisse passer les troupes et les réfugiés en pourmier. Ensuite, avec le président basque, ils entament cette terrible ascension vers le col de Lier. Ce n'est pas une randonnée, c'est une fuite dans un froid glacial par des sentiers forestiers pour éviter les routes encombrées. Et c'est seulement à la nuit tombée, totalement épuisés, qu'ils arrivent au hameau français de Lazillas. Ce qui nous ramène exactement à notre point de départ à l'auberge. Cette situation résume parfaitement la réalité de Companels. Il n'a pas pu payer son repas car il n'y avait plus de budget d'État et il avait refusé de se créer une caisse noire. Son exil français va être marqué par une humiliation continue, devoir dépendre financièrement de l'homme même qui avait saisi les fonds catalans. Finalement, ce dénuement au Trabucaillère, ce n'était qu'un triste aperçu des conditions de vie extrêmement précaires qu'il allait subir. 6e et dernière partie, un destin tragique. Parce qu'il n'avait pas les moyens de fuir vers les Amériques comme d'autres l'ont fait, le sort de Companys en France était scellé. En restant visible et en incarnant la résistance catalane, il était une cible facile. En août 1940, la France est occupée. Il est repéré et arrêté par la Gestapo à La Baule. La suite est une descente aux enfers fulgurante. Livré à la dictature franquiste, il subit un procès militaire expéditif. Le 15 octobre 1940, à l'aube, il est fusilé dans les douves du château de Montjuïc. C'est le seul président européen démocratiquement élu à avoir été exécuté. Face au peloton d'exécution, Luis Companys a retiré ses chaussures pour toucher la terre de son pays une dernière fois et il s'est écrit « Per Catalunya », pour la Catalogne. En retraçant ce voyage, de l'impossibilité de payer une simple omelette jusqu'au peloton d'exécution, on est face à une réflexion vraiment marquante. Son intégrité absolue envers les institutions l'a conduit à l'exil le plus pauvre et ultimement à la mort. Jusqu'où peut aller la loyauté institutionnelle quand tout l'État s'effondre autour de nous? C'est une question qui résonne bien au-delà de ces montagnes. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour de nouvelles découvertes.